juillet 1944, Allemagne centrale. Hans-Werner Lerch se dirigea vers le hangar 7 avec un mélange de curiosité et de scepticisme. Devant lui, sous la lumière filtrant à travers les puits de toit endommagés par les bombes, se tenait un avion qu'il n'avait jamais vu auparavant. Un chasseur américain, Vought F-4U Corsair, avec ses ailes en mouette inversées caractéristiques et son long nez qui lui donnait l'apparence d'un prédateur prêt à bondir. Le Corsair était arrivé à Rechlin 3 semaines plus tôt, transporté par bateau depuis la Norvège après un atterrissage forcé. Numéro de queue, JT-404, Royal Navy. Lerch avait testé des douzaines d'avions alliés capturés. Spitfire, P-47, Thunderbolt, même un B-17. Mais celui-ci était différent. Le Corsair avait une réputation légendaire dans le Pacifique. Les Japonais l'appelaient « Whistling Death », la mort sifflante, pour le bruit distinctif de son moteur en piqué. Le commandement de la Luftwaffe voulait des réponses. Le Corsair pouvait-il rivaliser avec le FW-190 et le BF-109? Quelles étaient ses faiblesses? Et surtout, qu'est-ce qui rendait cet avion si létal? Le 18 juillet 1944, ciel au-dessus de la Norvège occupée, près de la ville portuaire de Bodø. Le lieutenant Matali de la Royal Navy pilotait son Corsair JT-404 lors d'une mission de reconnaissance lorsque le moteur commença à perdre de la puissance. Problème de système de carburant. Matali avait deux options. Tenter d'atteindre le porte-avions HMS Formidable en mer de Norvège ou chercher un terrain pour un atterrissage forcé. Il choisit la seconde. Trop risqué de tenter un amérissage par mer agitée. Il repéra un champ ouvert près de Bodø et posa le Corsair. Atterrissage dur mais contrôlé. L'avion était intact. Matali détruisit la radio et tenta de mettre le feu au cockpit, mais des troupes allemandes arrivèrent avant qu'ils ne puissent terminer la destruction. Pour les Allemands, c'était un coup de chance incroyable. Le Corsair était pratiquement intact. Seuls des dégâts mineurs au train d'atterrissage et au système de carburant, réparables. Et surtout, c'était un F-4U-1A, la dernière version, avec le cockpit surélevé qui améliorait la visibilité du pilote. Le commandement local de la Wehrmacht contacta immédiatement Berlin. L'ordre était clair, transporter l'avion en Allemagne le plus vite possible. Le problème? Le Corsair ne pouvait pas voler. Les dégâts au système de carburant nécessitaient des pièces de rechange que les Allemands n'avaient pas, et démonter l'avion pour un transport terrestre prendrait des semaines. La solution fut audacieuse, le charger sur un bateau depuis Narvik et le transporter par mer vers un port allemand, puis par rail jusqu'à Rechlin. Cela prit 18 jours. Le Corsair arriva à Rechlin le 5 août, couvert d'embrun salé et avec des dégâts de corrosion mineurs supplémentaires. Mais il était là, et il pouvait voler une fois le système de carburant réparé. Le Reichsmarschall Hermann Göring ordonna personnellement l'évaluation. La Luftwaffe perdait la supériorité aérienne sur l'Europe. Les chasseurs américains, P-51 Mustang, P-47 Thunderbolt, décimaient les formations allemandes. Si le Corsair devait arriver sur le théâtre européen, la Luftwaffe devait savoir comment le combattre. La tâche incomba à Lerch. À 27 ans, il était déjà l'un des pilotes d'essai les plus expérimentés de Rechlin. Il avait piloté plus de 60 types d'avions différents, dont 25 avions alliés capturés. Ses rapports étaient précis, techniques, brutalement honnêtes. Mais le Corsair présentait un défi unique. Contrairement au P-47 ou au Spitfire que les pilotes allemands avaient rencontrés au combat et pouvaient décrire, le Corsair était un mystère. Aucun pilote de la Luftwaffe n'en avait affronté au-dessus de l'Europe. Tous les renseignements provenaient de rapports japonais dans le Pacifique. Des rapports qui décrivaient le Corsair comme presque invincible entre les mains d'un pilote compétent. Lerch passa 2 jours à étudier l'avion au sol. L'ingénierie était impressionnante. La conception en aile de mouette inversée permettait un train d'atterrissage plus court et plus solide, tout en maintenant un débattement suffisant pour l'hélice. Le cockpit surélevé de la version F-4U-1A offrait une meilleure visibilité vers l'avant que les modèles précédents. Les 6 mitrailleuses de calibre .50, 12,7 mm, dans les ailes, avec 400 coups par arme, représentaient une puissance de feu dévastatrice. Mais les chiffres sur le papier ne signifiaient rien. Lerch devait le piloter.
L'essai du Corsair était prévu pour le 8 août 1944. Ciel dégagé, vent léger, conditions parfaites. Lerche arriva au hangar 7 à 6 heures. L'équipe au sol avait terminé les vérifications pré-vol. Réservoir plein. Tous les systèmes opérationnels. Lerche grimpa dans le cockpit. Immédiatement, il remarqua des différences avec les chasseurs allemands. La position du siège était plus haute, offrant une excellente visibilité par-dessus le long nez. Le manche était centré entre ses jambes, pas décalé comme dans le Bf-109. Le tableau de bord était logiquement organisé, facile à lire. Il démarra le moteur. Le Pratt & Whitney R 2800 double wasp rugit. 2000 chevaux, 2 fois la puissance du moteur Daimler-Benz d'un Bf-109G. Tout l'avion vibrait de puissance brute. Lerche roula jusqu'à la piste. Le long nez du Corsair bloquait complètement la visibilité vers l'avant au sol. Il devait zigzaguer pour voir devant, une technique qu'il avait apprise lors d'interrogatoires de pilotes américains capturés. Au seuil de la piste, il poussa la manette des gaz. L'accélération fut brutale, le Corsair bondit vers l'avant, la queue se levant presque immédiatement. À 150 km/h, Lerche tira sur le manche. Le Corsair grimpa comme aucun avion qu'il n'avait jamais piloté. Lerche se stabilisa à 3000 mètres et commença son protocole d'évaluation. Premièrement, les caractéristiques de maniabilité de base. Il vira à gauche, puis à droite. Le Corsair répondait en douceur, mais avec une lourdeur notable à basse vitesse. Les ailerons demandaient plus de force que ceux d'un FW-190. Cela correspondait au rapport japonais. Le Corsair n'était pas un avion de combat tournoyant à basse vitesse. Deuxièmement, l'accélération. Lerche poussa la manette à pleine puissance et regarda l'indicateur de vitesse grimper. 550 km/h, 650 km/h, 740 km/h. Le Corsair continuait d'accélérer sans signe de fatigue. À 780 km/h, Lerche réduisit les gaz. Le FW-190A8, le chasseur de première ligne allemand, culminait à 650 km/h. L'avantage de vitesse seul était significatif. Mais c'était le troisième test qui révéla la vraie nature du Corsair. Lerche monta à 6000 mètres, 20 000 pieds, et commença une série de manœuvres verticales. D'abord, une simple montée en zoom, pleine puissance, cabrée brusquement, voir à quelle altitude l'avion pouvait monter sur son élan seul. Le Corsair monta comme une fusée. Lerche regarda l'altimètre tourner, 6500 mètres, 7000 mètres, 7500 mètres. L'avion montait encore quand il décrocha finalement à 8200 mètres. Un gain de 1200 mètres sur la seule énergie. Il réessaya, cette fois depuis une piquée. Il se mit sur le dos, tira pour entrer en piquée prononcée, accéléra à 830 km/h, puis tira fort pour une montée verticale. Les jets l'écrasèrent dans son siège. La cellule du Corsair gémit, mais tint. L'altimètre tourna follement. 8000 mètres, 8500 mètres, 9000 mètres. Lerche maintint la montée jusqu'à ce que l'avion décroche à 10 400 mètres, 34 000 pieds. C'était la révélation. Le Corsair n'était pas conçu pour les combats tournoyants horizontaux comme un Spitfire ou un Bf-109. Il était conçu pour le combat vertical, des tactiques boom and zoom, piquer sur l'ennemi depuis le dessus, utiliser la vitesse et la puissance supérieure pour remonter en altitude, répéter. L'énorme moteur R 2800 lui donnait des avantages énergétiques qu'aucun chasseur allemand ne pouvait égaler. Lerche testa la théorie. Il simula une passe d'attaque, piquer de 7000 mètres à 4000 mètres à vitesse maximale, se redresser, puis exécuter une remontée à performance maximale jusqu'à 7000 mètres. La piquée était terrifiante. Le Corsair dépassa les 925 km/h. La cellule vibrait, mais restait stable. À 4000 mètres, Lerche tira fort sur le manche. Les jets étaient écrasants. Il estima 6 jets, peut-être plus. Sa vision se rétrécit, mais le Corsair se redressa proprement. Puis la montée. Pleine puissance, vitesse de montée optimale. L'avion monta en flèche. Lerche vérifia son chronomètre.
2 minutes 40 secondes pour regagner 3000 mètres d'altitude. Il avait fait là. Même manœuvre avec un FW190 à 2 mois plus tôt. Temps de montée, 4 minutes 15 secondes. Le Corsair était 40% plus rapide. L'esprit de Lerch calcula les implications tactiques. Si les pilotes américains utilisaient ces tactiques en Europe, et ils le feraient, car c'était la seule manière logique d'exploiter les forces du Corsair, les chasseurs allemands seraient désavantagés de façon catastrophique. Le Bf-109 et le FW-190 étaient conçus pour le combat tournoyant horizontal. Ils pouvaient virer plus serré qu'un Corsair à basse et moyenne vitesse. Mais si le Corsair ne s'engageait jamais dans un combat tournoyant, s'il restait rapide et utilisait des manœuvres verticales, les pilotes allemands poursuivraient un adversaire qu'ils ne pourraient jamais attraper. Lerch testa la stabilité de la plateforme de tir. Il entra dans un piquet à 30 degrés, aligna un point de repère au sol et pressa la détente. Les 6 mitrailleuses de 12,7 mm firent feu. Le recul était étonnamment léger. La cellule lourde du Corsair l'absorbait facilement. Le viseur restait stable. Lerch pouvait garder la cible centrée même en tirant de longues rafales. Il compara mentalement avec l'armement du FW190. Le A8 portait 2 mitrailleuses de 13 mm et 4 canons de 20 mm. Puissance de feu dévastatrice, mais le recul rendait le tir précis difficile, spécialement en attaque à grande vitesse. Les mitrailleuses de 12,7 mm du Corsair délivraient moins de puissance par balle, mais la stabilité signifiait plus de projectiles sur la cible. Après 35 minutes de vol, Lerch avait son évaluation préliminaire. Mais il y avait un test supplémentaire à faire, le test qui révélerait la capacité la plus dangereuse du Corsair. Lerch remonta à 7000 mètres et prépara un scénario de combat simulé. Scénario: un Corsair piquant sur une formation allemande depuis le dessus. Les chasseurs allemands voient de l'attaque et se déportent. Manœuvre défensive standard. Le Corsair dépasse, mais au lieu d'essayer de tourner avec les chasseurs allemands, il utilise sa vitesse pour s'éloigner et remonter en altitude. Question: combien de temps faudrait-il à un FW190 pour remonter à l'altitude du Corsair et réengager? Lerch se mit sur le dos et tira pour un piquet prononcé, simulant la passe d'attaque du Corsair. Il laissa la vitesse monter à 890 km/h, puis se redressa brusquement à 4000 mètres. Les jets le clouèrent sur son siège, sa vision se brouilla sur les bords. Le Corsair gémit, mais tint bon. Au point le plus bas du redressement, Lerch enchaîna immédiatement avec une remontée à performance maximale. Pleine puissance, vitesse de montée optimale de 240 km/h. Le moteur R 2800 rugit. Le Corsair grimpa vers l'altitude. Il déclencha son chronomètre. À 5000 mètres, 1 minute 15 secondes écoulées. À 6000 mètres, 2 minutes 20 secondes écoulées. À 7000 mètres, 3 minutes 35 secondes écoulées. Lerch se stabilisa et vérifia son carburant. Encore suffisant. Il nota le temps sur son genou, puis fit les calculs mentalement. Il avait fait le même profil avec un FW190 A8 2 mois plus tôt. Temps de montée de 4000 à 7000 mètres. 5 minutes 50 secondes. La différence était stupéfiante. Le Corsair pouvait exécuter une attaque boom and zoom, s'éloigner et être de retour à l'altitude de combat 2 minutes 15 secondes entières, avant un FW190 qui le poursuivrait. 2 minutes 15 secondes. En combat aérien, c'était une éternité. Mais les implications allaient au plus loin. Lerch réalisa que l'avantage énergétique du Corsair créait un paradoxe tactique pour les pilotes allemands. Si vous piquiez après un Corsair pour le poursuivre, vous brûliez de l'énergie à essayer d'attraper un avion plus rapide que vous. Au moment où vous abandonniez la poursuite, vous étiez bas en altitude et en énergie, vulnérable. Si vous ne poursuiviez pas, le Corsair remontait simplement en altitude sans être inquiété et préparait une autre attaque. Vous ne pouviez pas l'ignorer. Dans les deux cas, le pilote allemand perdait. Lerch avait déjà vu ce schéma dans les rapports de combat du front de l'Est. Les pilotes soviétiques volant sur des P-39 Era Cobra fournis par le pré-buy américain utilisaient des tactiques similaires contre les Bf-109, mais l'avantage de performance du P-39 était marginal. Celui du Corsair était écrasant. Il fit un dernier test.
Un scénario défensif simulé. Un corsaire est surpris depuis le dessus par un FW 90. Le pilote du corsaire voit l'attaque et réagit. Quelles sont ses options? Lerche vira brusquement en défense, virage à G maximum pour provoquer un dépassement. Les commandes lourdes du corsaire lui résistèrent. Le taux de virage était médiocre comparé à un FW 190. Si c'était un engagement réel, le pilote allemand aurait une solution de tir en quelques secondes. Mais ensuite, Lerche fit ce qu'un pilote de corsaire expérimenté aurait fait. Il remit les ailes à plat, poussa la manette des gaz au butoir et accéléra pour s'éloigner en piqué peu prononcé. L'indicateur de vitesse grimpa rapidement. 550 km/h, 650 km/h, 740 km/h. À 780 km/h, Lerche tira pour un virage en montée. Pas serré, mais rapide et économe en énergie. Il vérifia sa montre, 15 secondes entre le virage défensif initial et la séparation complète d'avec l'attaquant théorique. Un pilote de FW 190 aurait peut-être 3 à 4 secondes de possibilité de tir avant que le corsaire soit hors de portée et en train de s'éloigner en montée. Et si le pilote allemand essayait de suivre dans la montée, le corsaire le surpasserait et inverserait l'engagement. Lerche comprit maintenant pourquoi les Japonais l'appelaient la mort sifflante. Ce n'était pas seulement le bruit. C'était l'inéluctabilité. Un corsaire bien piloté était presque impossible à tuer parce qu'il n'avait jamais à se battre selon vos termes. Mais aucun avion n'était parfait. Lerche passa les 10 minutes suivantes à chercher les faiblesses. Il testa la maniabilité à basse vitesse. En dessous de 280 km/h, le corsaire devenait mou. Les ailerons lourds demandaient une force significative pour faire rouler. Dans un combat en ciseaux à basse vitesse, une situation de combat tournoyant commune, un FW 190 ou un BF 109 aurait un avantage décisif. Le problème était d'amener le corsaire dans cette situation. Un pilote discipliné ne le laisserait jamais arriver. Lerche testa les caractéristiques de décrochage. Il cabra, laissant la vitesse chuter, attendant le décrochage. À 160 km/h, l'aile gauche tomba brusquement, un décrochage vicieux avec peu d'avertissement. Le corsaire fit un tonneau involontaire sur le dos avant que Lerche puisse réagir. Il se rétablit facilement, mais la leçon était claire, ne pas ralentir en combat. Il testa la visibilité. Le cockpit surélevé du F4U1A était une amélioration significative par rapport au modèle précédent, mais le long nez créait toujours un angle mort massif directement devant et en dessous. Dans un combat tournoyant, un pilote allemand pouvait exploiter cela, glisser dans l'angle mort et y rester. Là encore, le problème était de forcer. L'engagement. Si le corsaire ne s'engageait jamais dans un virage, l'angle mort n'importait pas. Lerche testa le piqué. Il baissa le nez et laissa la vitesse monter. 830 km/h, 890 km/h, 925 km/h. À 960 km/h, les commandes devinrent extrêmement lourdes. L'avion voulait continuer à piquer. Se redresser demandait les 2 mains sur le manche et un effort significatif. C'était une réelle limitation. En piqué à grande vitesse, le pilote du corsaire devait planifier soigneusement son redressement. S'il sous-estimait et piquait trop vite, il pourrait ne pas pouvoir se redresser du tout, ou il tirerait si fort qu'il perdrait connaissance à cause des jets. Mais même cette faiblesse était marginale. Le FW 190 avait des limitations similaires en piqué, et la puissance supérieure du corsaire signifiait qu'il pouvait se permettre de piquer moins abruptement et maintenir tout de même un avantage de vitesse. Après 45 minutes de vol, Lerche avait son évaluation. Il réduisit les gaz et commença sa descente vers Rechlin. En volant en circuit d'atterrissage, zigzagant pour voir par-dessus le long nez, Lerche composa mentalement son rapport. Les conclusions étaient claires, et elles étaient dévastatrices. Lerche atterrit à 7h45. L'équipe au sol entoura le corsaire, vérifiant tout dommage dû au vol d'essai. Il n'y en avait aucun. L'avion était aussi solide qu'il en avait l'air. Lerche marcha directement vers le bureau technique
et commença à écrire son rapport. Il travailla pendant 3 heures d'affilée, documentant chaque observation, chaque mesure, chaque implication tactique. Le rapport faisait 14 pages. Les conclusions étaient brutales. Le chasseur Vought F4U Corsair représente un changement fondamental dans la philosophie de conception des chasseurs. Il n'est pas optimisé pour le combat tournoyant traditionnel. Au lieu de cela, il exploite une puissance, une vitesse et une rétention d'énergie supérieure pour dicter les termes de l'engagement. Face à cet avion, les tactiques conventionnelles des chasseurs allemands sont inadéquates. Lerch détailla les données de performance. Vitesse maximale supérieure à 780 km/h au niveau de la mer, 15% plus rapide que le FW 190A8 taux. De montée supérieure de 40% au FW 190A8 dans un profil de combat, rétention d'énergie exceptionnelle, capacité à exécuter de multiples attaques boom and zoom sans perte d'altitude significative. Armement, 6 mitrailleuses de 12,7 mm, plateforme stable, puissance de feu adéquate. Faiblesse, mauvaise maniabilité à basse vitesse, commande lourde, caractéristiques de décrochage vicieuse, visibilité vers l'avant limitée. Puis vint l'évaluation tactique, la section qui causerait le plus de controverses. Tactique défensive recommandée contre le F4U Corsair. Éviter l'engagement si possible. Les avantages énergétiques du Corsair le rendent extrêmement difficile à vaincre en combat. Si l'engagement est inévitable, forcer un combat de maniabilité à basse vitesse. C'est le seul domaine où les chasseurs allemands ont un avantage. Ne jamais poursuivre un Corsair en montée ou en piqué. Vous perdrez de l'énergie et deviendrez vulnérable. Exploiter les limitations de visibilité vers l'avant du Corsair en combat tournoyant, mais seulement si le pilote du Corsair s'engage dans le virage. Attaquer uniquement en détenant un avantage d'altitude significatif, plus de 1500 mètres. Même dans ce cas, s'attendre à ce que le Corsair s'échappe si le pilote est compétent. Conclusion primaire, le F4U. Corsair est supérieur à tous les chasseurs allemands actuels dans le régime de combat énergétique. S'il est déployé sur le théâtre européen en nombre significatif, il posera une menace sévère aux opérations de la Luftwaffe. Lerch signa le rapport et le soumit par les voies hiérarchiques. Il savait ce qui allait arriver. Le rapport irait au bureau technique, puis à l'état-major général et éventuellement à Göring lui-même. Et Göring serait furieux. 3 jours plus tard, Lerch fut convoqué à Berlin. La réunion était tendue. Un officier de l'état-major général, Lerch n'apprit jamais son nom, remit en question chaque conclusion du rapport. Lerch était-il certain des données de performance? Avait-il considéré que le Corsair capturé avait pu être modifié? Était-il au courant que son évaluation contredisait les rapports de renseignement du Pacifique? Lerch maintint ses conclusions. Les données étaient exactes. Le Corsair était exactement aussi capable que son rapport l'indiquait, peut-être même plus, puisqu'il n'avait eu que 45 minutes de vol pour explorer son enveloppe complète. La réponse de l'officier fut glaçante. Vos observations techniques sont notées. Cependant, les conclusions tactiques sont prématurées. Le Corsair est un avion naval. Il ne sera pas déployé sur le théâtre européen en nombre significatif. Votre rapport sera classifié et distribué sur la base du besoin de savoir uniquement. Lerch comprit. Le rapport était enterré, non parce qu'il était erroné, mais parce qu'il était trop honnête. Il retourna à Rechlin et continua son travail. Au cours des 6 mois suivants, il testerait 14 autres avions alliés capturés. Chaque rapport documentait la même vérité inconfortable. L'Allemagne perdait la guerre technologique, mais le rapport sur le Corsair eut une étrange postérité. Des copies circulèrent parmi les unités de chasse de la Luftwaffe par des canaux officieux, des pilotes partageant des informations que le commandement officiel ne fournissait pas. Fin 1944, des pilotes allemands qui n'avaient jamais vu de Corsair en connaissaient les capacités et les faiblesses. Cela n'avait pas d'importance. Le Corsair ne vint jamais en Europe en grand nombre. Il resta principalement un avion du théâtre du Pacifique où il domina les chasseurs japonais exactement comme Lerch l'avait prédit. L'ironie n'échappa pas à Lerch.
Il avait découvert la vérité sur l'un des chasseurs les plus létaux de la guerre. Mais la découverte ne changea rien. Hans Werner Lerch survécut à la guerre. En avril 1945, alors que les forces soviétiques approchèrent de Rechlin, il s'enfuit vers l'ouest et se rendit aux forces américaines. Son expertise fut immédiatement reconnue. L'USAF le recruta pour tester des avions allemands capturés, l'inverse de son rôle pendant la guerre. Après la guerre, Lerch écrivit abondamment sur ses expériences. Ses mémoires, Luftwaffe Test Pilot, publiés en 1956, incluaient des comptes rendus détaillés des tests d'avions alliés, dont le Corsair. Le livre devint une source primaire pour les historiens de l'aviation étudiant les performances comparatives des avions de la Seconde Guerre mondiale. Lerch resta fasciné par le Corsair toute sa vie. Dans des interviews des décennies plus tard, il le qualifia de « chasseur le plus impressionnant que j'ai jamais piloté, et j'en ai piloté plus de 60 types ». Il admirait particulièrement la philosophie d'ingénierie, concevoir un avion autour d'une doctrine tactique spécifique, puis exécuter cette doctrine sans pitié. Le bilan de combat du Corsair valida l'évaluation de Lerch en 1944. Dans le Pacifique, il atteignit un ratio de victoire de 11 contre 1 contre les chasseurs japonais. Les pilotes de l'US Marine Corps et de l'US Navy qui le pilotèrent l'appelèrent le meilleur chasseur de la guerre. La « mort sifflante » était à la hauteur de sa réputation. Mais le rapport de Lerch soulevait une question plus profonde sur le renseignement militaire et l'honnêteté institutionnelle. Il avait fourni des renseignements précis et exploitables sur une menace potentielle. Le commandement de la Luftwaffe choisit de les supprimer plutôt que de confronter des vérités inconfortables sur l'infériorité technologique allemande. Ce schéma se répéta à travers l'ensemble de l'armée allemande en 1944 à 1945. Des officiers qui rapportaient honnêtement les capacités alliées étaient accusés de défaitisme. Les renseignements qui contredisaient les récits officiels étaient enterrés. Le résultat fut une paralysie stratégique. Des commandants prenant des décisions basées sur des vœux pieux plutôt que sur la réalité. Le test du Corsair par Lerch fut un microcosme de cet échec. Un pilote d'essai, 45 minutes de vol, et un rapport de 14 pages qui disait la vérité. Et la vérité fut ignorée. La leçon s'étend au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Dans toute organisation, militaire, corporative, gouvernementale, la volonté d'entendre des vérités qui dérangent fait la différence entre l'adaptation et l'effondrement. Lerch fournit la vérité. La Luftwaffe choisit l'effondrement. Hans Werner Lerch mourut en 1993 à l'âge de 75 ans. Son héritage est l'évaluation honnête de plus de 60 types d'avions, dont certains des chasseurs les plus avancés de la Seconde Guerre mondiale. Il pilote le Corsair une fois, pendant 45 minutes, en août 1944. Cela suffit à comprendre.